Bonjour, chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va aborder ensemble le premier module du tronc commun, intitulé « La typologie textuelle », c'est-à-dire les genres et les types de textes. Comme vous savez, les textes en français, que ce soit écrit ou bien oral, littéraire ou bien non littéraire, ils sont de différents genres et types. Concernant les genres, il y a par exemple le texte romanesque, le texte poétique, le texte théâtral. Et pour les types, il y a le texte narratif, le texte descriptif, le texte argumentatif et le texte prescriptif, injonctif ou bien le texte informatif ou explicatif. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble une leçon de lecture sur le texte narratif ou bien la séquence narrative. Donc pour le support, on va utiliser le manuel de l'élève intitulé « Les œuvres intégrales » et plus précisément la page 18. L'objectif de la leçon, reconnaître la structure d'une séquence narrative. On passe maintenant à lire le texte. Bien. Donc, Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ces deux paysannes à ruban et à chapeau falbala, de ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses. Elle avait pour servante une brave campagnarde, toute simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir madame, qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé Madame Lefebvre, donc on volait dans le pays, puis on pourrait revenir. Le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. Vous devriez avoir un chien. C'est vrai cela, elle devrait avoir un chien, quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, Seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien? Il les ruinerait en nourriture. Mais un petit chien, en Normandie, on prononce quin, un petit freluquet de quin qui jappe. Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc, elle fut décidée qu'on aurait un chien, un tout petit chien. Donc, il s'agit bien sûr d'un récit, d'un texte narratif qui obéit aux étapes du schéma narratif. Donc, pour commencer l'étude de ce texte, on va voir d'abord l'identification de ce texte, ou bien de quoi ce texte est-il extrait. Donc, c'est un extrait d'une nouvelle de Guy de Maupassant intitulée Pierrot. Et puis, on va voir aussi l'idée principale de ce texte, qui s'agit d'une histoire de vol d'un larcin, des oignons de Madame Lefebvre. Donc, Madame Lefebvre, une paysanne qui habitait avec sa servante Rose, fut volée un soir. Ses voisins, qui sont les villageois, lui ont conseillé d'adopter un petit chien pour surveiller la maison. On passe maintenant aux axes de lecture. Donc, comme premier axe, on va traiter l'étude énonciative ou bien la situation d'énonciation. Donc, comme c'est un récit, il s'agit bien
d'un énoncé de récit. Énoncé de récit, c'est-à-dire un énoncé qui est coupé de la situation d'énonciation. Donc, pour évoquer cette situation, on va poser les questions suivantes. D'abord, qui parle? Bien sûr, c'est le narrateur. À qui parle-t-il? Il parle au lecteur. Où, c'est-à-dire le cadre spatial, le lieu, c'est un village qui se trouve en Normandie. Quand, dans le passé, et plus précisément, dans le 19e siècle. De quoi parle-t-il? Il parle d'une histoire de vol d'oignons. On passe maintenant au deuxième axe de lecture, qui sont on va traiter les personnages. Qui sont les personnages de cette histoire? Le personnage principal, bien sûr, c'est Madame Lefebvre. Il y a aussi sa servante, Rose, et les voisins qui sont les fermiers. On passe maintenant à traiter les temps des verbes. Donc, pour les temps des verbes, puisqu'il s'agit d'un récit, il s'agit essentiellement de deux temps principaux qui sont l'imparfait et le passé simple. On va voir ensemble des exemples de l'imparfait. Donc, les phrases ou bien les exemples de l'imparfait sont celles-ci. Madame Lefebvre était une dame de campagne. Elle avait pour servante une brave campagnarde, toute simple. Donc, ce sont des phrases qui présentent une description. On décrit le personnage principal qui est Madame Lefebvre. L'exemple suivant, les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts. C'est une phrase qui exprime une action d'habitude, une action qui se répète dans le passé. C'est une action inachevée dans le passé. La phrase suivante, les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leur observation. Donc il s'agit bien clair qu'il s'agit là d'une action qui se répète, une action de répétition, une action inachevée dans le passé. On passe maintenant au deuxième temps, qui est le passé simple. Donc pour le passé simple, c'est le temps, si vous voulez, le temps essentiel, le temps principal dans le récit, puisqu'il présente des actions qui sont courtes, déterminées, achevées dans le passé. Les exemples, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Rose s'aperçut du larcin et courut prévenir Madame. Donc les deux phrases, elles présentent des actions qui sont courtes et qui sont inattendues. Le troisième exemple, les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Il s'agit des actions courtes et des actions aussi qui sont successives, l'une après l'autre. Le dernier exemple, un fermier d'à côté leur offrit un conseil. Il s'agit d'une action achevée, déterminée, achevée dans le passé. Donc, ce sont les deux temps essentiels du récit qui sont l'imparfait et le passé simple. Donc, on va revenir dans une leçon de langue pour traiter mieux, analyser les valeurs de ces deux temps de récit. On passe maintenant au quatrième axe de lecture, qui est le schéma narratif. Donc, il s'agit bien d'une séquence narrative complète. Donc, elle présente tous les éléments du schéma narratif. On commence par la première phase de ce schéma, qui est la situation initiale.
La situation initiale, on l'appelle aussi l'incipit, c'est une phase de présentation. On présente, l'auteur ou bien le narrateur nous présente le cadre spatio-temporel, il nous présente aussi les personnages et le mode de l'action de départ, qui est généralement une action calme, apaisée et équilibrée. Donc, le passage du texte qui présente cette situation initiale, il commence par Madame Lefebvre jusqu'à comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, elle cultivait quelques légumes. Donc voilà, donc les personnages, elle présente les personnages qui sont Madame Lefebvre et Rose. Le lieu, c'est une maison de campagne qui se trouve en Normandie. Le temps, c'est le temps passé et plus exactement le 19e siècle. Et la situation de départ, ils vivaient tranquillement ensemble, ils exerçaient l'activité de la cultivation des légumes. Donc c'est une action calme et apaisée. On passe maintenant à la deuxième étape du schéma narratif, qui est la perturbation ou bien l'événement perturbateur. Donc cette étape est essentielle dans la séquence narrative parce qu'elle fait une rupture avec la situation de départ et elle marque une agitation, une perturbation dans le texte et qui interpelle les personnages à agir devant un certain problème devant eux. Donc, la phrase qui montre clairement dans le texte cette perturbation, c'est « or ». C'est un connecteur logique qui marque l'opposition, la concession. Or, une nuit, on lui vola une dizaine d'oignons. Donc, la perturbation, c'est l'incident du vol des oignons de Madame Lefebvre. On passe maintenant à la troisième étape du schéma narratif, qui sont les péripéties. Donc, les péripéties, ce sont l'ensemble des événements, l'évolution de ces événements après la perturbation. Comment les personnages agissent dans l'histoire, dans la recherche de la solution à ce problème déjà posé par la perturbation. Donc, le paragraphe qui présente ces péripéties, je tiens à vous dire que les péripéties, c'est la partie la plus longue, si vous voulez, du récit, parce qu'elle présente un ensemble des événements différents qui nous conduisent vers le rebondissement et le dénouement de l'histoire. Donc, quelles sont ces péripéties? On va lire ensemble le passage. Dès que Rose s'aperçut du larcin, elle courut prévenir Madame, qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé Madame Lefebvre, donc on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Donc là, l'événement, c'est l'affolement et la panique de Madame Lefebvre et de sa servante. La deuxième péripétie, ou bien le deuxième événement, le bruit du vol se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour, et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu leurs observations et leurs idées. Donc les péripéties sont d'abord l'arrivée des voisins, et ensuite la recherche. On commençait à chercher des solutions à cet incident, qui est le vol des légumes. On passe maintenant aux quatrième quatrième étape de schéma narratif, qui est l'élément de résolution ou bien le rebondissement. Donc, il s'agit là bien sûr de la proposition de la solution. On parvient dans l'histoire à donner une solution à l'agitation et la perturbation déjà présentées avant. Donc le paragraphe qui le présente dans le texte, on va lire ensemble. Un fermier d'à côté leur offrit ce conseil. Vous devriez avoir un chien. C'est vrai cela, elle devrait avoir un chien. Quand ce ne serait que pour donner l'éveil. Pas un gros chien, Seigneur. Que ferait-elle d'un gros chien? Il les ruinerait en nourriture, mais un petit chien, en Normandie, on prononce quin, un petit freluquet de quin qui jappe.
Donc, ce rebondissement, ou bien cet élément de résolution, c'est la proposition d'acheter un chien de garde. Et enfin, le narrateur termine par un dénouement, ou bien ce qu'on appelle la situation finale, ou bien l'excipit de la séquence narrative. Donc, cette situation finale, bien sûr, c'est la décision. On a décidé d'adopter un petit chien. Le paragraphe qui le présente dans le texte, Rose, qui aimait les bêtes, apporta ses raisons et les défendit avec astuce. Donc, il fut décidé qu'on aurait un chien, un tout petit chien. Donc, pour récapituler, on va dire que la séquence narrative, elle présente voilà. Est-ce que tu peux? Donc, la séquence narrative, elle présente une structure du schéma narratif. Donc, elle comporte obligatoirement 5 étapes, à savoir la situation initiale, ou bien l'incipit, la perturbation, ou bien l'événement perturbateur, les péripéties, ou bien l'évolution des événements après la perturbation, en arrivant enfin à l'élément de résolution et pour terminer avec une situation finale. On poursuit avec la deuxième activité qui est l'activité de langue. On va aborder ensemble les temps du récit. Puisque dans l'activité de lecture, on a vu une séquence narrative avec un récit. Dans ce récit, on a trouvé plusieurs verbes conjugués au temps du récit, qui sont principalement l'imparfait et le passé simple. Donc, on aura besoin comme support du manuel de l'élève, et plus particulièrement la page 194. Et pour objectif de la leçon, on va essayer de reconnaître les temps principaux du récit et les savoir utiliser ces temps dans le contexte précis. Bien, donc on va voir des exemples extraits du texte de lecture. Les phrases, on va voir ensemble les phrases. Madame Lefebvre était une dame de campagne. Elle avait pour servante une brave campagnarde toute simple. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts. Une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Un fermier d'à côté leur offrit un conseil. Donc, pour les verbes, dans la première phrase, c'est le verbe être conjugué à l'imparfait. La même chose pour la phrase suivante, c'est le verbe avoir à l'imparfait. Les deux femmes habitaient aussi, c'est l'imparfait du verbe habiter, un verbe du premier groupe. On lui vola, là c'est le passé simple, c'est le verbe voler au passé simple. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent, ces trois verbes conjugués au passé simple, et la même chose pour le verbe offrir. Donc là, il faut préciser que les temps du récit sont essentiellement l'imparfait et le passé simple, mais il y a aussi d'autres temps utilisés dans le récit, à savoir par exemple le passé composé dans le récit essentiellement oral, le passé antérieur, le plus que parfait, et le conditionnel présent ou bien le futur dans le passé. Mais dans cette séance, on va nous focaliser surtout sur ces deux temps essentiels qui sont l'imparfait et le passé simple. On va commencer avec l'imparfait et ses valeurs. Voilà, donc on va lire ensemble ces exemples. La semaine, il rentrait à midi, prenait son journal et se mettait à lire sans dire un mot. Donc, dans cette phrase, on voit que le sujet, il est habitué de faire la même chose pendant tous les jours de la semaine. Donc, c'est une action dure, une action inachevée, une action de répétition et d'habitude. Donc, on a utilisé l'imparfait parce que dans le passé, lorsqu'on est devant une situation inachevée, une situation qui est d'habitude de répétition, on utilise obligatoirement
l'imparfait. Donc, pour la deuxième phrase, tous les samedis, Maître Hochkorn se rendait au marché. Donc là, il s'agit, le verbe se rendre, et là, il est utilisé à l'imparfait parce qu'il s'agit d'une action qui est dure dans le passé, une action qui n'a pas de fin parce qu'il répète l'action tous les samedis. C'est une action inachevée dans le passé. Donc, la première valeur, si vous voulez, de l'imparfait, il est utilisé dans les actions qui sont inachevées, une action d'habitude, de répétition dans le passé. Passons à la troisième phrase. Ses cheveux tombaient en large boucle sur ses épaules. Donc là, il s'agit bien sûr d'une description. Donc c'est l'imparfait de la description. Donc devant la description dans le passé, on utilise l'imparfait. Donc l'imparfait, c'est le temps de la description par excellence dans le passé, bien sûr. Exemple suivant, ne rien dire, c'était éveiller les soupçons. Donc là, le verbe être est conjugué à l'imparfait parce qu'il s'agit d'un imparfait de commentaire. Le narrateur, il arrête la narration pour faire une pause commentaire. Il fait un commentaire, donc il est interpellé à utiliser l'imparfait. Donc c'est l'imparfait du commentaire. Donc c'est une autre valeur de l'imparfait. Passons à l'exemple suivant. Il dormait encore profondément quand sonnèrent 8 heures. Donc là, nous sommes devant deux situations simultanées dans le passé. Donc, le premier verbe, la première action est conjugué à l'imparfait parce qu'il est simultané avec une deuxième qui va être conjuguée au passé simple. Donc, c'est une autre valeur de l'imparfait, si vous voulez, qui est l'imparfait de simultanéité. Et on arrive au dernier exemple. Il n'accepterait pas si je lui offrais mon aide. Donc là, nous sommes devant une situation de condition. C'est l'imparfait de la condition. Donc, si je lui offre mon aide, il ne va pas accepter. Donc, l'imparfait dans cette action avec le conditionnel présent, bien le futur dans le passé comme résultat à cette action. Donc, c'est l'imparfait de la condition. Donc, si on veut récapituler les valeurs de l'imparfait que nous avons pu relever, on trouve que les valeurs essentielles sont d'abord la description, 2, l'habitude ou bien la répétition de l'action. On peut ajouter la valeur de l'imparfait du commentaire, l'imparfait de simultanéité et l'imparfait de la condition. On passe maintenant au passé simple et ses valeurs, les valeurs du passé simple. On va lire ensemble les exemples. Pendant les vacances, je partis en voyage. À midi, je sortis de chez moi à toute célérité. Ma mère préparait le repas quand tout à coup, le téléphone sonna. Il arriva, frappa à la porte, entra et s'assit en silence. Je montai rapidement les escaliers. Commençons par la première phrase. Pendant les vacances, non pas le vacances, c'est une erreur de frappe. Pendant les vacances, je partis en voyage. Donc, l'action là est déjà achevée. C'est-à-dire que l'action est faite dans les vacances. Maintenant, on n'est plus dans les vacances. Donc, je partis en voyage, c'est une action déjà faite, déjà finie, déjà achevée dans le passé. Donc voilà, c'est la première valeur du passé simple. Les actions qui sont finies, achevées dans le passé, on interpelle directement le passé simple. Bon, voilà, c'est la première valeur de ce temps. Deuxième exemple, à midi, je sortis de chez moi à toute célérité. Donc là, on détermine le temps. C'est une action bien déterminée dans le temps. On précise le temps. À midi, je sortis. Donc, une action bien déterminée dans le temps, on utilise le passé simple. Troisième phrase,
ma mère préparait le repas. Quand tout à coup, le téléphone sonna. Donc là, il s'agit d'une action courte, une action inattendue. Hein? Donc, c'est le passé simple d'une action qui est brusque, inattendue dans le passé. Une rupture avec un verbe, une action, on met le passé simple. Quatrième exemple, il arriva, frappa à la porte, entra et s'assit en silence. Là, c'est le passé simple des actions qui sont successives, l'une après l'autre. Action courte, rapide et successive. Donc, c'est une autre valeur du passé simple. Il s'agit bien sûr des actions successives. Et enfin, je montais rapidement les escaliers. Là, c'est une action de courte durée, une action rapide et courte. Je montais les escaliers, c'est-à-dire dans quelques secondes. Voilà. Donc, on passe maintenant à l'exercice d'application. Donc, choisissez la bonne conjugaison entre l'imparfait et le passé simple en indiquant la valeur de chaque temps. Voilà, je vais proposer un petit texte. Autrefois en Bretagne, Merlin l'enchanteur était ou bien fut, le verbe être, était ou bien fut un magicien. Donc c'est à vous de choisir entre l'imparfait et le passé simple. Il aimait ou bien aima beaucoup le prince Uther Pendragon et souvent il le conseillait ou bien conseilla. Un jour, le prince décidait ou bien décida de se marier. Il donna, toujours l'imparfait et le passé simple. Vous allez opter dans votre choix, par l'un d'eux, une grande fête dans son château au pays de Galles. Tous les seigneurs arrivèrent avec leurs filles et leurs épouses. Parmi eux, il y avait, ou bien eu, le grand-duc de Tintagel et sa fille éblouissante. Dès que le prince Uther l'apercevait, bien aperçu, il en tomba follement amoureux. Il demanda de l'aide pour la conquérir. Vous avez quelques minutes de réflexion et puis voici les réponses. Le corrigé de l'exercice. Autrefois en Bretagne, Merlin l'enchanteur était l'imparfait. C'est l'imparfait de la description. Était un magicien. Il aimait, l'imparfait bien sûr, beaucoup le prince. La valeur, c'est la description aussi. Et souvent, il le conseillait. Le conseiller, c'est une action d'habitude, de répétition. Souvent, à chaque fois, il le conseillait. Donc, c'est l'imparfait de la répétition. Et puis un jour, le prince décida. C'est une action bien déterminée dans le passé. Un jour, et décider, bien sûr, c'est une action courte, déterminée dans le passé. C'est le passé simple. Il donna une grande fête dans son château au pays de Galles. C'est une action achevée dans le passé. Tous les seigneurs arrivèrent avec leurs filles et leurs épouses. Une action courte et achevée. Le passé simple, bien sûr. Parmi eux, il y avait le grand-duc de Tintagel. Là, il faut mettre l'imparfait de la description. Et sa fille éblouissante, dès que le prince Uther l'aperçut, c'est une action brusque, inattendue, il en tomba follement amoureux. Donc, tomba, c'est le passé simple. Et enfin, il demanda de l'aide pour la conquérir. Donc, on termine avec la dernière phrase. Il demanda de l'aide pour la conquérir. Là, il s'agit bien sûr du passé simple parce qu'il s'agit d'une action courte, achevée dans le passé. Voilà, donc la séance est terminée.